1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 9. Winston était gélatineux de fatigue. Gélatineux était le mot juste qui lui était spontanément venu à l'esprit. Son corps lui semblait avoir non seulement la faiblesse de la gelée, mais son aspect translucide. Il avait l'impression que s'il levait la main, il pourrait voir la lumière à travers elle. Tout le sang et toute la lymphe de son corps avaient été drainés par une énorme débauche de travail, ne laissant qu'une frêle structure de nerfs, d'os et de peau. Toutes ces sensations semblaient amplifiées. Sa combinaison lui irritait les épaules. Le pavé lui chatouillait les pieds. Même ouvrir et fermer la main demandait un effort qui faisait craquer les jointures. Il avait en 5 jours travaillé plus de 90 heures. Tous les autres du ministère en avaient fait autant. Maintenant, c'était fini. Et il n'avait littéralement rien à faire. Aucun travail d'aucune sorte pour le parti, jusqu'au lendemain matin. Il pourrait passer 6 heures dans la cachette et 9 dans son propre lit. Par un doux après-midi ensoleillé, il remontait lentement une rue sale en direction du magasin de M. Charrington. Il tenait l'œil ouvert pour surveiller les patrouilles, mais sans raison. Il était convaincu que cet après-midi-là, il n'y avait aucun danger que quelqu'un vienne le gêner. La lourde serviette qu'il portait lui cognait le genou à chaque pas et faisait monter et descendre dans la peau de sa jambe une sensation de fourmillement. Dans la serviette était placé le livre qu'il possédait depuis 6 jours et qu'il n'avait pourtant pas ouvert, ni même regardé. Au 6e jour de la semaine de la haine, après les processions, les discours, les cris, les chants, les bannières, les affiches, les films, les effigies de cire, le roulement des tambours, le glapissement des trompettes, le bruit de pas des défilés en marche, le grincement des chenilles de tanks, le mugissement des groupes d'aéroplanes, le grondement des canons. Après 6 jours de tout cela, alors que le grand orgasme palpitait vers son point culminant, que la haine générale contre l'Eurasia s'était échauffée et en était arrivée à un délire tel que si la foule avait pu mettre la main sur les 2000 criminels eurasiens qu'on devait pendre en public le dernier jour de la semaine, elle les aurait certainement mis en pièces. Juste à ce moment, on annonça qu'après tout, l'Océania n'était pas en guerre contre l'Eurasia. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Eurasia était un allié. Il n'y eut naturellement aucune déclaration d'un changement quelconque. On apprit simplement, partout à la fois, avec une extrême soudaineté, que l'ennemi était l'Estasia et non l'Eurasia. Winston prenait part à une manifestation dans un des squares du centre de Londres quand la nouvelle fut connue. C'était la nuit. Les visages et les bannières rouges étaient éclairés d'un flot de lumière blafarde. Le square était bondé de plusieurs milliers de personnes, dont un groupe d'environ 1 millier d'écoliers revêtus de l'uniforme des espions. Sur une plateforme drapée de rouge, un orateur du parti intérieur, un petit homme maigre, aux longs bras disproportionnés, au crâne large et chauve sur lequel étaient disséminées quelques rares mèches raides, haranguait la foule. C'était une petite silhouette de baudruche, hygiénique, contorsionnée par la haine. Une de ses mains s'agrippait au tube du microphone, tandis que l'autre, énorme et menaçante, au bout d'un bras osseux, déchirait l'air au-dessus de sa tête. Sa voix, rendue métallique par les haut-parleurs, faisait retentir les mots d'une interminable liste d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, de propagande mensongère, d'agressions injustes, de traités violés. Il était presque impossible de l'écouter sans être d'abord convaincu puis affolé. La fureur de la foule croissait à chaque instant, et la voix de l'orateur était noyée dans un hurlement de bêtes sauvages qui jaillissaient involontairement des milliers de gosiers. Les glapissements les plus sauvages venaient des écoliers. L'orateur parlait depuis peut-être 20 minutes quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia et le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il disait, mais les noms soudains furent différents.
Sans que rien fût dit, une vague de compréhension parcourut la foule. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. Il y eut, le moment d'après, une terrible commotion. Les bannières et les affiches qui décoraient le square tombaient tout à faux. Presque la moitié d'entre elles montraient des visages de l'ennemi actuel. C'était du sabotage. Les agents de Goldstein étaient passés par là. Il y eut un interlude tumultueux au cours duquel les affiches furent arrachées des murs, les bannières réduites en lambeaux et piétinées. Les espions accomplirent des prodiges d'activité en grimpant jusqu'au faîte des toits pour couper les banderoles qui flottaient sur les cheminées. Mais en 2 ou 3 minutes, tout était terminé. L'orateur, qui étreignait encore le tube du microphone, les épaules courbées en avant, la main libre déchirant l'air, avait sans interruption continué son discours. 1 minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La haine continuait exactement comme auparavant, sauf que la cible avait été changée. Ce qui impressionna Winston quand il y repensa, c'est que l'orateur avait passé d'une ligne politique à l'autre exactement au milieu d'une phrase, non seulement sans s'arrêter, mais sans même changer de syntaxe. À ce moment-là, Winston avait eu d'autres sujets de préoccupation. C'est pendant le désordre du moment, pendant que les affiches étaient déchirées et jetées, qu'un homme, dont il ne vit pas le visage, lui avait frappé l'épaule et dit « Pardon, je crois que vous avez laissé tomber votre serviette. » Il prit la serviette d'un geste distrait sans mot dire. Il savait qu'il faudrait attendre quelques jours avant qu'il eût la possibilité de l'ouvrir. Dès la fin de la manifestation, il se rendit tout droit au ministère. Bien qu'il fût près de 23 heures, l'équipe entière du ministère avait fait comme lui. Les ordres que déjà émettaient les télécrans pour les rappeler à leur poste étaient à peine nécessaires. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Océania avait donc toujours été en guerre contre l'Estasia. Une grande partie de la littérature politique de 5 années était maintenant complètement surannée. Exposés et récits de toutes sortes, journaux, livres, pamphlets, films, disques, photographies, tout devait être rectifié, à une vitesse éclair. Bien qu'aucune directive n'eût jamais été formulée, on savait que les chefs du commissariat entendaient qu'avant 1 semaine ne demeure nulle part aucune mention de la guerre contre l'Eurasia et de l'alliance avec l'Estasia. Le travail était écrasant, d'autant plus que les procédés qu'il impliquait ne pouvaient être appelés de leur vrai nom. Au commissariat aux archives, tout le monde travaillait 18 heures sur 24, avec 2 intervalles de 3 heures de sommeil hâtif. Des matelas furent montés des caves et étalés dans tous les couloirs. Les repas consistaient en sandwichs, et du café de la Victoire était apporté sur des chariots roulants par des gens de la cantine. Chaque fois que Winston s'arrêtait pour un de ses tours de sommeil, il tâchait de ne pas laisser de travail à faire sur son bureau. Mais lorsqu'il se traînait, les yeux collants et malades, vers sa cabine, c'était pour trouver une autre pluie de cylindres de papier qui recouvrait le bureau comme un monceau de neige et commençait à s'abattre sur le parquet. Si bien que le premier travail était toujours de les entasser en une pile assez régulière pour avoir la place de travailler. Le pire était que le travail n'était pas du tout purement mécanique. Souvent, il suffisait simplement de substituer un nom à un autre. Mais tout rapport détaillé d'événements demandait de l'attention et de l'imagination, les connaissances géographiques même nécessaires pour transférer la guerre d'une partie du monde dans une autre étaient considérables. Au 3e jour, il avait des maux d'yeux insupportables et il lui fallait essuyer ses verres à chaque instant. C'était comme de lutter contre une tâche physique écrasante, quelque chose qu'on aurait le droit de refuser, mais que l'on était néanmoins nerveusement anxieux d'accomplir. Autant qu'il put s'en souvenir, Winston n'était pas troublé par le fait que tous les mots qu'il murmurait au phonoscript, tous les traits de son crayon à encre, étaient des mensonges délibérés. Il était aussi désireux que n'importe qui dans le département que la falsification fût parfaite. Le 6e jour, au matin, l'écoulement des cylindres ralentit. Pendant près d'une demi-heure, rien ne sortit du tube. Puis il y eut un autre cylindre. Puis plus rien. Partout, au même moment, le travail ralentit. Un profond et secret soupir fut exhalé dans tout le commissariat. Une œuvre importante, dont on ne pourrait jamais parler, venait d'être achevée.
Il était maintenant impossible à aucun être humain de prouver par des documents qu'il y avait jamais eu une guerre contre l'Eurasia. À 12 heures, il fut annoncé de façon inattendue que tous les employés du ministère étaient libres jusqu'au lendemain matin. Winston portait encore la serviette qui contenait le livre. Elle était restée entre ses pieds pendant qu'il travaillait et sous son corps pendant qu'il dormait. Il rentra chez lui, se rasa et s'endormit presque dans le bain, bien que l'eau fût à peine plus que tiède. Avec une sorte de voluptueux grincement de ses articulations, il monta l'escalier au-dessus du magasin de M. Charrington. Il était fatigué, mais il n'avait plus sommeil. Il ouvrit la fenêtre, alluma le petit fourneau à pétrole sale et posa dessus une casserole d'eau pour le café. Julia arriverait bientôt. D'ici là, il y avait le livre. Il s'assit dans le fauteuil usé et défit les courroies de la serviette.